Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui dans Musique Culte, Patrick Duché, c'est le 11e épisode de Nick Cave. Abattoir Blues, La lyre d'Orphée, c'est un album de 2004. Catherine Desormières, dans ses 10 minutes chroniques, évoque Leonardo Padura et son livre Adios Hemingway. Quant à Annie Drogout, elle interviewe Fabienne Troc du club Zonta, un club international qui œuvre pour les droits des femmes contre les violences faites aux femmes. Musique Culte, saison 6, épisode 11. Il est question de Mauvaise Graine et de 12 albums de Nick Cave. Aujourd'hui, c'est Abattoir Blues, The Lyre of Orpheus. Get ready for love. Most of all, nothing much ever really happens, and God rides high up in the ordinary sky. Yeah. Till we find ourselves at our most distracted. Ce double album, enregistré dans les studios parisiens Ferber sous la houlette de l'omniprésent Nick Launay, marque un nouveau cycle pour Cave et ses Bad Seeds. En effet, son comparse allemand et guitariste bruitiste Blixa Bargeld a mis les voiles au bout de 19 ans de collaboration. D'autre part, le groupe s'est adjoint les services d'un chœur de jeunes chanteurs gospel qui apportent une texture très spéciale à l'ensemble. D'après le journaliste Nick Asted, Cave avait en tête Van Morrison et Bob Dylan de la période Street Legal et Slow Train Coming, ainsi que Mark Bolan de T-Rex. A noter que Cave et Ellis, son nouveau meilleur ami, venaient tout juste de travailler avec Marianne Faithfull sur son album Before the Poison. Tiens, de même que PJ Harvey, mais ils ne se sont pas croisés. Abattoir Blues est le fruit de jam sessions menées dans un premier temps dans les tout petits studios Miserere de Montreuil, avec une partie des Bad Seeds en octobre 2003, après avoir produit les textes de 20 chansons. La troupe se retrouve au grand complet en avril 2004 avec Nick Launay qui suggère un enregistrement analogique avec du matériel vintage. Pendant la durée de l'enregistrement, Cave vit dans un petit hôtel rue de Rivoli, se balade dans le jardin des Tuileries, prépare le planning quotidien des sessions. Le départ de Barkelt est partiellement compensé à la fois par Warren Ellis et Mick Harvey, ce dernier se concentrant pour une fois uniquement sur les guitares, tandis que le premier gratouille une mandoline et un bouzouki irlandais. Get Ready for Love, dont nous avons entendu un extrait en début de chronique, est une charge virulente contre les néoconservateurs chrétiens américains et contre l'obscurantisme. À travers ses paroles, les puissants agitent leurs mouchoirs depuis leur palais hautain et transmettent peine et joie en petites doses, tandis que nous cherchons partout sans pitié ni méchanceté et que les grilles du paradis se referment sur nous.
J'en appelle à tous les garçons et les filles de par le monde, get ready for love. Tout est dit. I was just a boy when I sat down and watched the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you got to be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves among the flowers, and she moves something deep inside of me. I was walking around the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple wisteria. You said, hey nature boy, you're looking at me with some unrighteous intention. Cave et ses mauvaises graines sont particulièrement productifs, à tel point d'avoir le sentiment d'avoir fait trop de bonnes chansons au moment du mixage dans les studios Astoria à Londres. La décision est donc prise de les répartir sur 2 disques afin que les auditeurs puissent profiter d'un éventail de styles très large, allant quasiment du metal au folk, en passant par le rock progressif et le blues évidemment, et le folk. Ce double album atteindra la 11e place des charts, ce qui en fait à l'époque le 2e disque le plus populaire de Nick Cave et des Bad Seeds, après Murder Ballads dont nous avons déjà parlé. Fort de ce succès, Mute Records sort en 2007 un épais coffret live avec 2 CD et 2 DVD, regroupant un concert capté à l'Apollo de Londres le 7 juin 2003 et un autre à la Brixton Academy daté du 11 novembre 2004, où le chœur gospel est particulièrement bien inspiré. Il s'agit probablement du meilleur live des années 2000 du groupe, avec en point d'orgue une version incandescente de There She Goes My Beautiful World. En fait, les morceaux fonctionnent à 2 vitesses, slow et ou hyper rapide. Ils alternent sensibilité à fleur de peau et douceur extrême, comme sur Oh Children, que Cave a écrit en pensant à ses propres enfants. Il s'avoue tenaillé par le remords de leur laisser un monde atroce que l'on découvre à travers ces vers prophétiques. Pardonnez-nous ce que nous avons fait, c'était marrant au début, prenez ce qui reste avant qu'on fiche le camp, ce sont les clés de notre goulag. On est assez étonné et agréablement surpris de découvrir que ce morceau en particulier a été utilisé sur un film de la série des Harry Potter, le bien nommé Harry Potter et les reliques de la mort, première partie, sorti en 2010. Autre moment émouvant sur ce double CD, le titre Let the Bells Ring, clin d'œil à Johnny Cash, décédé en 2003, et dans lequel Cave salue un de ses mentors. En effet, l'Australien avait chanté en duo sur le traditionnel I'm So Lonesome I Could Cry avec le vénérable Man in Black. Un mot sur le packaging magnifique de ce double album. Lors de sa sortie, les 2 CD sont glissés dans un fourreau revêtu d'une toile de lin. Un épais livret révèle les paroles des chansons, les noms des musiciens. Il y a quelques photos de l'enregistrement dans les studios Ferber, que l'on doit à Delphine Ciampi. Le packaging a été réalisé par le studio Tom Hingston, devenu omniprésent à chaque nouvelle production de Cave avec ses designs simples et classieux. Forgive us now for what we done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag. Rejoice.
Frank and poor old Jim. They're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim, and you were only just beginning. We have the answer to all your fears. Le mois prochain, pour clore ce cycle Nick Cave en 2025, il sera question de Dig Lazarus Dig. D'ici là, bonjour chez vous. « 10 minutes chronique », une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. C'était un vieil homme qui pêchait seul sur une barque dans le Gulf Stream. Et en 84 jours, il n'avait pas attrapé un seul poisson. Les 40 premiers jours, un garçon l'accompagnait. Mais après 40 jours sans la moindre prise, les parents du garçon lui avaient dit que le vieil homme était décidément et irrémédiablement salao, c'est-à-dire guignard au dernier degré, et le garçon obéit à leurs ordres et monta sur un autre bateau qui prit 3 gros poissons la première semaine. Le garçon était triste de voir le vieil homme rentrer chaque soir, la barque vide, et il descendait toujours à la plage pour l'aider à porter soit les rouleaux de ligne, soit la gaffe et le harpon et la voile ferlée autour du mât. La voile était rapiécée, avec des sacs de farine, et ferlée, on aurait dit le pavillon de la défaite perpétuelle. Vous avez reconnu le premier paragraphe de ce livre ? Oui, bien sûr, le vieil homme et la mer. Quelle collégienne, quel collégien n'a pas lu Le vieil homme et la mer ? En 2005, la publication enseignée au collège du ministère de l'Éducation nationale recommandait la lecture de l'ouvrage pour les classes de 5e et 4e. En 2025, il le recommande pour les classes de 6e et 5e. Qu'en sera-t-il dans 20 ans ? Bref, tout ça pour dire que personne depuis 1952, année de la parution du livre, ne peut ignorer l'histoire du pauvre pêcheur cubain, d'autant que le 1er décembre 1954, l'auteur a reçu le prix Nobel de littérature. Certes, Ernest Hemingway a écrit sur bien d'autres sujets, d'où le prix Nobel, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la légende qui s'est créée autour d'Ernest Hemingway et Cuba. Les romans d'Ernest Hemingway ont pour cadre l'Espagne, la France, l'Italie, l'Afrique. Pourtant, ils ont été écrits à Cuba. Pour qui sonne le glas, Paris est une fête, bien sûr, Le vieil et la mer, et d'autres encore. Ernest Hemingway s'y rend une première fois en 1928. Il reste quelques jours, puis en 1932, il y séjourne 3 mois. Enfin, en 1939, il s'installe dans la Finca Vigia, une ancienne vigie dans les faubourgs de la Havane, jusqu'en 1960, l'année où il rentre en Amérique. Il meurt l'année suivante. Aujourd'hui, le grand auteur qu'on appelle là-bas Papa Hemingway est une légende, et le tourisme à la Havane se nourrit de son personnage, où sa maison, la Finca Vigia, est devenue un musée, où tant de cafés l'ont eu pour clients que des sortes de pèlerinages sont organisés, où l'on croise ses portraits et rencontre son buste érigé dans le petit port d'où il partait pour la pêche au gros, rebaptisé Marina Hemingway. Les gens qui hantent sa mémoire n'ont pas lu ses livres, mais tous connaissent sa vie, et tous veulent boire un mojito à sa gloire ou alors un daiquiri. La directrice de la Finca Vigia déclarait en 2012 « Il n'est pas mort. À Cuba, il est toujours vivant. Hemingway est immortel. » Leonardo Padura, né en 1955 à La Havane, est l'auteur de Poussière dans le vent, d'Ouragans tropicaux, connu également pour sa série de polars et son personnage d'inspecteur de police, Mario Condé.
Le premier roman où ce dernier apparaît a été publié en 1991 et s'intitule « Passé parfait ». Une émission a été consacrée à cet ouvrage dans 10 minutes chroniques en décembre 2023. Passé parfait est le premier tome du cycle Les 4 saisons. On y fait dès la première page connaissance avec un homme d'une trentaine d'années qui scrute déjà en lui les signes de l'âge, peut-être dû à sa façon de vivre, amateur de rhum et de soirées amicales très arrosées. Les enquêtes de l'inspecteur Condé devaient s'arrêter après le 5e volume. Pourtant, Mario Condé est bientôt revenu. Pourquoi ? Sans doute à cause de Papa Hemingway. Écoutons ce qu'écrit Leonardo Padura dans la note qui précède son livre « Adios Hemingway ». Résolu à laisser Condé de côté pour un temps, je me suis attelé à l'écriture d'un roman où il ne figurait pas. Alors que j'étais plongé dans cette autre histoire, mon éditeur brésilien m'a demandé de participer à la série « La littérature ou la mort ». Si j'acceptais, je devais leur communiquer le nom de l'écrivain autour duquel le récit se déroulerait. Je n'eus pas besoin de beaucoup réfléchir avant de m'enthousiasmer pour le projet, et l'écrivain qui me vint immédiatement à l'esprit fut Ernest Hemingway, avec lequel j'ai entretenu des années durant une relation tumultueuse, d'amour-haine. Mais alors que je cherchais le moyen de confronter mes propres dilemmes personnels avec ceux de l'auteur de Paris est une fête, je n'ai pas eu meilleure idée que de transmettre mes obsessions au Condé, comme je l'ai fait si souvent, et d'en faire l'acteur de cette histoire. L'intrigue commence alors qu'une tempête a déraciné un manguier centenaire dans la propriété musée de la Finca Vigia. Sous les racines mises à nu, on découvre un squelette humain abattu de 2 balles dans la poitrine et portant un insigne du FBI. Condé, qui a démissionné de la police pour écrire un livre, est toutefois sollicité par ses anciens collègues afin de mener une enquête officieuse pour résoudre cette énigme troublante qui risque d'écorner la légende de l'écrivain. Et si le meurtrier était Ernest Hemingway lui-même ? Mais ce matin-là, quand son ancien collègue l'avait appelé pour lui servir sur un plateau, l'histoire du cadavre retrouvé à la Finca Vigia, la maison de Hemingway, et lui avait proposé de reprendre l'enquête s'il le voulait, il n'avait pas pu résister à la tentation et avait dit oui, à peine les premiers détails connus, tout en regardant douloureusement la feuille blanche coincée sous le rouleau de sa préhistorique machine Underwood. Ainsi Mario Condé accepte l'enjeu. Lui dont les sentiments envers l'auteur sont ambivalents, entre admiration et exaspération. Est-ce à cause du seul contact, du seul souvenir d'enfance qui le rattache au géant adulé de la Havane ? Lui-même ne le sait pas. Le Condé croyait encore se souvenir de la saveur pâteuse de la glace au mamet et de sa joie tandis qu'il observait la manœuvre d'un beau yacht à coque noire et à mâture marron, d'où pointaient vers le ciel 2 énormes gaules de pêche qui lui donnaient l'allure d'un insecte flottant. Si le souvenir était vrai, le Condé l'avait suivi des yeux tandis qu'il se rapprochait doucement de la côte, qu'il fendait la flottille des vieux rafiaux de pêche ancrés dans l'anse et qu'il mouillait à côté de l'embarcadère. C'est alors qu'un homme roux, torse nu, sauta du yacht jusqu'au quai en béton pour rattraper la corde qu'un autre homme, qui portait une casquette blanche et sale, lui lançait depuis le pont. Tirant son cordage, l'homme roux rapprocha le yacht d'une borne d'amarrage où il l'attacha avec un nœud parfait. Peut-être son grand-père Rufino lui dit-il alors quelque chose, mais les yeux et la mémoire du Condé s'étaient déjà fixés sur l'autre personnage, l'homme à la casquette, qui portait aussi des lunettes de soleil rondes et vertes et une barbe poivre et sel fournie. L'enfant le regarda sauter du yacht et s'arrêter pour dire quelque chose à celui qui était déjà sur le ponton. Toute sa vie, le Condé serait convaincu d'avoir vu les 2 hommes se serrer la main et, sans se lâcher, parler durant un moment imprécis dans son souvenir. Peut-être une minute ou bien une heure entière, mais sans jamais se lâcher la main. Le vieux avec la barbe avait alors donné l'accolade à l'autre et, sans se retourner, s'était avancé sur le ponton en direction du rivage. Ce vieil homme barbu et négligé avait quelque chose du Père Noël, de grands pieds et de grandes mains,
et il marchait d'un pas assuré, mais d'une façon qui dénotait une certaine tristesse. Ou peut-être était-ce seulement un effet magnétique, aussi mystérieux que prémonitoire, une touche de nostalgie par anticipation, destinée à s'inscrire au cœur d'un futur que l'enfant ne pouvait même pas imaginer. Lorsque l'homme, à la barbe poivre et sel, gravit les marches en ciment qui menaient au trottoir, le Condé le vit mettre sa casquette sous son bras. Il tira de la poche de sa chemise un peigne et entreprit d'arranger sa coiffure, en la plaquant vers l'arrière et en s'y reprenant à plusieurs fois, comme s'il avait eu besoin d'insister. À un moment, l'homme passa si près du Condé et de son grand-père que l'enfant perçut une bouffée de son odeur. C'était un mélange de transpiration et de mer, de mazout et de poisson, une odeur malsaine et prégnante. Décidément, ça s'arrange pas. C'est ce que dit son grand-père, et le Condé ne sut jamais s'il faisait allusion à l'homme ou à la météo, car à ce carrefour de son évocation, son souvenir et ce qu'il avait appris ensuite se confondaient. Le bruit des pas de l'homme et un coup de tonnerre dans le lointain, et pour cette raison, c'était à cet endroit que le Condé avait l'habitude d'interrompre la reconstitution de son unique rencontre avec Ernest Hemingway. Tu vois, lui, c'est Hemingway, l'écrivain américain, ajouta le grand-père après son passage. Tu savais que lui aussi il aimait les combats de coqs ? Le Condé s'imaginait dans son souvenir avoir entendu cette réflexion, tandis qu'il regardait l'écrivain monter dans une Chrysler noire, toute brillante, garée de l'autre côté de la rue, puis, de la fenêtre et sans avoir enlevé ses lunettes vertes, faire au revoir de la main, précisément dans la direction du Condé et de son grand-père, même s'il s'adressait peut-être à un destinataire bien plus lointain, en direction de l'anse où il avait laissé le yacht et l'homme au teint rougeau auquel il avait donné l'accolade, ou bien à l'attention du vieux fort espagnol construit pour défier le cours des siècles, ou peut-être plus loin encore, à l'attention du courant qui traversait le golfe. Mais l'enfant avait déjà attrapé le salut au bond, et avant que l'auto ne démarre, il le lui rendit de la voix et du geste. « Adios, Hemingway !» cria-t-il. La loca, apasionada fuente de tu vida. Retrouvons-nous le 23 novembre, 10 minutes chroniques dans Viva Culture sur Westrack Radio. À bientôt. Yo sé que nunca besaré tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaría la loca, apasionada fuente de tu vida. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Fabienne Troc qui va nous expliquer ce qu'est l'association Zonta. Que signifie Zonta ? Alors Zonta, bonjour à tous déjà. Le Zonta signifie digne de confiance. C'est le nom qui a été donné à cette association internationale fondée en 1919, dans la période d'après-guerre, par des femmes qui voulaient aider les femmes et les enfants. Il est de quelle origine ? Le nom d'origine amérindienne et il signifie digne de confiance.
Et au Havre, Zonta s'est installé à quelle date? Alors, le club Zonta s'est installé en 1986 et depuis continue et fêtera donc ses 40 ans l'année prochaine. Et quels sont les partenaires de Zonta? Alors, le Zonta, c'est une ONG donc, qui est partenaire de l'ONU, de l'UNESCO et de l'UNICEF. Quelles sont les activités? Alors, le Zonta a pour but de promouvoir l'autonomisation des femmes, lutter contre l'égalité et contre les inégalités liées au genre, avoir des actions aussi bien à l'international que locales. Pour chaque club, le club peut décider de promouvoir telle ou telle association qui, elle, est sur le terrain. Et qu'est-ce que vous faites pour ça? Est-ce que vous faites des jeux, des collectes? Alors, comme toute association, nous avons besoin de pouvoir financer d'autres associations, comme tout club service. Et donc pour cela, nous avons fait un loto là, tout récemment, le 26 octobre. Et nous faisons très bientôt une exposition d'art, d'œuvres de femmes, en sculpture, peinture, céramique. Et c'est même notre 38e salon. À quelle date? Alors ce sera le samedi 28 novembre de 10h à 20h et dimanche 30 novembre samedi 29 novembre de 10h à 20h et dimanche 30 novembre de 10h à 18h30. À quel endroit? Au restaurant Les Régates du Havre. Et quelles sont vos missions? Alors, nos missions sont de participer au financement et au plaidoyer pour venir en aide à des femmes qui sont en difficulté et pour faire évoluer les mentalités et les lois. Même, des exemples? Des exemples, lutter contre les violences faites aux femmes. Et donc, de ce fait, nous avons des grandes réunions, des grandes dates, notamment le 25 novembre, qui est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et qui ouvre les 16 jours d'action au niveau pour la défense de ce thème qui, malheureusement, est mis à mal encore actuellement. Et vous vous occupez aussi, je crois, des mariages précoces? Alors, il y a des actions internationales qui sont justement de lutter, d'essayer d'aider les femmes pour qu'elles ne souffrent pas davantage encore des inégalités engendrées par les soucis climatiques, puisqu'elles sont souvent les premières victimes dans les villages. Mettre fin au mariage précoce des enfants, et ça, il y a une action dans 12 pays en Afrique et en Asie, et puis aider les femmes et les filles dans des espaces virtuels sécurisés où elles peuvent retrouver des notions sur la santé des femmes, sur leurs droits et des services de lutte contre la violence sexiste. Et où est-ce qu'elles peuvent s'adresser? Alors là, c'est l'association qui s'appelle l'AA, L2AHA, où elles vont pouvoir communiquer en fait sur ces espaces virtuels. Et qu'est-ce que c'est la journée Oasis? Alors la journée Oasis, c'est une journée inter-club service, donc avec tous les clubs services du Havre. Donc nous sommes nombreux et nombreuses à nous retrouver pour organiser les 15 km du Havre. Course très, très connue et réputée qui accueille de plus en plus de partenaires et de coureurs et coureuses. Et donc, on participe à l'organisation. Et là, cette année, en 2026, ce sera le 8 mars qui correspondra aussi à la Journée internationale du droit des femmes. Donc, on va doublement fêter ça. Et est-ce que vous vous occupez aussi du travail des filles? Alors, le slogan, là, c'est en anglais « Build a better world for women and girls ». Donc, effectivement, c'est essayer de promouvoir le travail et les études des filles par l'éducation, notamment dans les domaines scientifiques. Donc, il y a des bourses
internationales, il y a des bourses locales qui sont attribuées à des filles qui sont notamment dans les domaines d'études scientifiques. Vous faites aussi des conférences ? Alors, il y a des conférences. On a fait une conférence là le 5 mars 2025, justement aux alentours du 8 mars, sur le travail dans les usines textiles de la région de Bolbec. Voilà, et on espère continuer encore et même remonter une pièce de théâtre qui avait été écrite avec les témoignages des femmes travaillant dans ces usines. Donc, il y aura 16 jours de rassemblement dans le monde. Il y aura 16 jours de rassemblement dans le monde, effectivement. Ces journées sont très importantes, alors sous le signe du orange. Et là, cette année, on espère avoir oranger la ville, qui est une action internationale. Et donc, la mairie du Havre nous a promis d'oranger notamment la passerelle sur le bassin du commerce. Et donc, le 25 novembre, nous nous retrouverons à 19h devant la passerelle pour se retrouver ensemble, peut-être uniquement pour prendre de belles photos devant la passerelle orange, mais aussi peut-être pour chanter, peut-être pour discuter. Et donc, on espère être très nombreuses, habillées chaudement, mais avec du orange. Et pourquoi la couleur orange ? La couleur orange, elle est le symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes, et c'est ce qui a été repris sur la campagne Zonta Says No Against Violence to Women. Et donc, on aura une grande affiche, effectivement, pour montrer notre action. Sinon, avez-vous autre chose à déclarer, si j'ose m'exprimer Alors, ainsi effectivement, que nous faisons, donc on a vu l'exposition d'art pour promouvoir aussi et surtout montrer le talent des femmes dans tous ces domaines. Ce sont des femmes amateurs qui se sont engagées, si elles vendent leurs œuvres, qui sont très belles et à des prix vraiment raisonnables, elles se sont engagées à reverser 20% du prix de la vente au club. Il y aura aussi un marché de Noël avec des œuvres de couture, tricot, broderie, et puis une tombola avec des super paniers garnis à gagner. Et le bénéfice de cette journée, ces journées d'exposition, seront un tiers pour les actions internationales du Zonta et 2/3 pour les actions du club. Et là, cette année, nous avons choisi que tout ce bénéfice-là sera reversé à la Maison des femmes du Havre. Vous faites aussi quelque chose pour la culture. Alors pour la culture, on essaie de mettre en avant les œuvres littéraires des femmes en organisant un prix littéraire depuis maintenant plus de 10 ans qui est décerné à une femme résidant en France pour un premier roman. Et donc on se réunit pour l'année dernière, nous avons choisi parmi 6 romans et nous avons élu largement Claire Deya pour son livre Un monde à refaire, et nous avons le plaisir de la recevoir en mars 2025. Et là, nous sommes en train de choisir un livre pour remettre le prix en mars 2026. Et le nombre de lectrices sont des membres du club Zonta, mais aussi des membres des femmes et des hommes qui ne font pas partie du club. Et petit à petit, le nombre de lecteurs augmente de façon exponentielle. Ça crée des liens entre les gens et des échanges tout à fait sympathiques. Et ça, c'est le but aussi d'un club service. Et pour la culture ? Et pour la culture... Vous avez un prix musical ? Alors nous avons aussi un prix musical au niveau du Zonta Club de France qui remet effectivement un prix à une musicienne qui a terminé ses études en France, et l'année dernière c'était une guitariste. C'était fort sympathique. Eh bien je vous remercie. Avez-vous autre chose à ajouter ? Eh bien qu'on souhaite effectivement... donner de l'extension à notre club, en accueillant avec grand plaisir d'autres membres, femmes et hommes, puisque ce n'est pas un club fermé aux hommes. C'est un club qui agit pour les femmes et les filles, mais on accueillera très volontiers des hommes aussi qui viendront soutenir cette même cause.
Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Eh bien, avec grand plaisir. Vos adresses, où est-ce qu'on peut vous joindre? Alors, nous sommes sur Facebook. Et une adresse info@zontalehavre.com, zontalehavre@gmail.com. Facebook, vous m'avez dit, info@contactlehavre.com, zontalehavre@gmail.com. D'accord. Et une adresse mail? Alors, une adresse mail. Donc, vous pouvez nous écrire aussi à Fabienne-Troc, T comme Tahiti, ROCQUE, @hotmail.fr. Hotmail et .fr. D'accord. C'est mon adresse, puisqu'actuellement, je tiens le rôle de présidente du club pendant encore quelques mois, puisque c'est une présidence qui tourne tous les 2 ans. D'accord. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Annie. Et à une autre fois. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Lucie Covin et Margot Poutavi. À notre agenda culturel, notez le festival du Grain à démoudre du 14 au 23 novembre 2025, Nouveau regard de cinéma, c'est la 26e édition. Il se déroule principalement à Gonfreville-Lorcher, mais aussi au Havre, à Montivilliers et à Harfleur. Et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous invite bien sûr à lire notre semestriel numéro 36 qui nous explique qu'est-ce que c'est qu'être spectateur, notamment du cinéma bien sûr, mais aussi du spectacle vivant. Et enfin, je vous invite également à nous rejoindre, à adhérer. Au revoir.